5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Le Niger n'est pas content de la posture du Bénin quant à la fermeture du robinet du pétrole pour réclamer la réouverture des frontières. En représailles, les autorités nigériennes ont restreint l'enlèvement du fret nigérien à Lomé aux véhicules immatriculés au Niger et au Togo, ce qui exclut d'office les transporteurs béninois. La décision est contenue dans un communiqué en date du 11 mai et rendu public par le ministère nigérien des Transports et de l'Équipement. Le communiqué va plus loin et précise qu'en cas de forte demande, les véhicules immatriculés au Burkina Faso, au Mali et au Ghana pourront être sollicités sur autorisation exceptionnelle du ministre des Transports. Jusqu'où ira l'escalade? Quel est le coût économique de ce bras de fer entre Niamey et Cotonou? On va essayer d'en parler sur ce plateau. Et pas une seule graine d'acajou ou de soja hors du territoire. Les unités de la douane ont démarré une opération de fermeture des magasins de stockage de ces céréales. En effet, l'opération vise les propriétaires des magasins qui ont stocké leurs produits en attendant la hausse des prix de vente avant de procéder à leur cession. Alors que le gouvernement privilégie le marché local à travers la GDIZ, ces commerçants contournent la décision des pouvoirs publics. On se souvient que des tranchées avaient été creusées pour éviter que le soja et le cajou puissent se retrouver sur d'autres marchés. Évidemment, on va en parler avec autour de la table professeur Albert Onlonkou, directeur donc de l'École nationale d'économie appliquée et de management. Bonjour et bienvenue professeur. Bonjour Aman. Comment allez-vous? Ça va bien. Mais c'est un plaisir de vous avoir sur 5 sur 7 matin. En face de vous ce matin, Mohamed Akintola Awali, docteur en sciences politiques, porte-parole du parti Renaissance nationale. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Améguin. Comment allez-vous? Super bien. Plaisir de vous avoir également. Et parfait. Puis, Semevo Bonaventure Agbon, directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir également de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Docteur Akintola, vous avez suivi l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois aussi, parce que ça fait quand même plusieurs mois que cette crise a commencé, où les prémices ont commencé et se sont accentuées. Donc, ces prémices-là sont accentuées avec les derniers développements de l'actualité, notamment la prise de position ferme du président Patrice Talon et bien évidemment la réponse des autorités nigériennes. En effet, cela n'est pas nouveau, juste que peut-être qu'on ne s'y attendait pas tous, mais ce n'est pas surprenant pour certains qui sont habitués à ce qu'on appelle les rapports de force au sein des relations internationales. Il y a longtemps que nous avons quitté d'une manière ou d'une autre le terrain du droit international et c'est parti du fait que nous avons connu l'avènement au pouvoir d'un régime de manière anticonstitutionnelle. Certes, beaucoup ont dit par le passé et continuent de le dire que la CEDEAO n'avait pas vocation peut-être de se prononcer sur la gestion du Niger et puis si le peuple nigérien est d'accord avec le fait que ce soit des militaires qui, venus au pouvoir par un coup d'état, gèrent le pays, on devrait prendre acte. Oui, mais vous savez, il faut être aussi cohérent dans la démarche. Certes, dans le traité de 93 de la CEDEAO, il est bien dit que, dans l'article 3, que la CEDEAO a pour objectif principal la promotion, l'intégration économique pour élever le niveau de vie des populations. Oui, mais vous savez, ce développement économique-là intégré que nous voulons pour les pays de l'espace de la CEDEAO sont tributaires d'un certain nombre de préalables. Et ces préalables sont aussi définis par ce même traité-là, pour dire que c'est aussi un instrument juridique dont se prévaut la CEDEAO pour opiner et même pour agir. Pour dire que déjà à l'article 4 de ce même traité-là, il est dit que la stabilité, la démocratie sont des préalables pour l'atteinte des objectifs de la CEDEAO qui sont principalement des objectifs économiques. Donc ce sont aussi des principes fondamentaux qui guident les pas et l'action de la CEDEAO. Au-delà de ça, il y a eu un protocole en 99, signé le 10 décembre 99 à Lomé, qui porte comment on appelle, mécanisme de prévention, de gestion des conflits et autres dans les pays de la CEDEAO. Et il y a eu un protocole additionnel 2 ans plus tard qui va plus loin et qui parle dans sa section 1 du principe de convergence constitutionnelle qui interdit carrément l'avènement au pouvoir par les coups d'État et tout ça. Quand il y a instabilité sur le plan politique,
quand les principes démocratiques que nous nous sommes assignés depuis les renouveaux démocratiques dans nos différents pays ne sont pas respectés, on ne peut pas espérer un développement économique. Donc oui, la CEDEAO n'a pas mal fait en se prononçant sur ce coup d'État-là et en allant jusqu'à prendre des mesures, parce que le protocole de 99 prévoit même la constitution et le déploiement de forces civiles et militaires. On a déjà vu des exemples par le passé, lorsqu'en Gambie, il y a eu un souci avec Yaya Jammeh et puis la transition, ou pardon, le nouveau président, il y a la CEDEAO a agi. On se souvient que c'est Marcel Alain de Souza de Regretter Mémoire qui avait conduit la mission qui avait le temps ferme. Merci, monsieur Amégan, pour dire que la CEDEAO n'a pas mal fait. Et le Bénin n'a pas mal fait en agissant, c'est-à-dire en entérinant cette décision-là de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO en fermant sa frontière. Tout est parti de ce coup d'État-là qui lui-même est illégal. Légitime, ça, c'est au peuple nigérien de l'apprécier. Mais illégal, oui, et on peut le dire à haute voix. C'est parti de là. Et puis ensuite, on est sorti des sentiers du droit international et les bras de fer ont commencé. Je ferme, tu fermes. On a commencé à jouer à qui pisse le plus loin possible. Mais oui, c'est la réalité de la diplomatie, c'est la réalité des relations internationales. Donc, jusque-là, il n'y a pas encore, à mon avis, péril en la demeure. Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui. Qui sont ceux qui souffrent le plus des conséquences issues de ces différentes décisions-là sur bras de fer? Ce sont nos populations, autant béninoises que nigériennes, que même togolaises, et ainsi de suite, peut-être dans une moindre mesure. Voilà donc le premier avis qu'on a par rapport à ça. D'accord. Alors, docteur ou professeur Albert Rancourt, on a vu que ces dernières semaines, la question a quitté donc les sentiers de la diplomatie pour devenir des questions purement économiques, parce qu'en décidant de fermer le robinet du pétrole nigérien, Patrice Talon, président de la République, sait que le Niger a pris déjà 400 millions de dollars et qui comptait sur ce pétrole pour pouvoir rembourser, qui compte également sur le pétrole pour atteindre une croissance de 11% annoncée à sa population. Aujourd'hui, le Niger, en représailles, demande ou interdit aux transporteurs béninois de transporter le fret destiné à son pays. On est là totalement en plein dans une guerre économique. Oui, bon, d'abord je suis béninois, donc je suis naturellement patriote. Et j'ai tendance à soutenir mon pays, mais comme universitaire, peut-être... La rigueur scientifique vous oblige d'avoir une certaine... Je vais me mettre un peu d'un côté pour analyser un peu plus froidement les choses. Parce que ici, un peu, bon, il faut dire que la raison a un peu quitté. Parce que nous, bon, en théorie des jeux, par exemple, on dit que les acteurs sont intelligents et rationnels. Mais ici, par exemple, on a vu qu'il y a beaucoup d'émotions. Sinon, avec ce qui se passe là, les deux pays sont en train de perdre. Et ça ne profite à personne. Ça ne profite pas au Niger. Le Niger qui a une distance courte avec le port de Cotonou, qui est son port naturel, qui a des exonérations, qui a un certain nombre d'avantages avec le port de Cotonou, des avantages centenaires, je vais dire, en tout cas sur plusieurs années, ils ont des avantages. Maintenant, qui décide de contourner le port de Cotonou pour aller à Lomé, passer par des zones d'insécurité avec une distance plus longue, ouais, il n'y a rien de rationnel là. Et puis, le Bénin a ouvert sa frontière après l'épisode de la CEDEAO. Et puis le Niger a refusé d'ouvrir. Tout ça là, ce n'est pas très intéressant. Et c'est pourquoi pour résoudre la crise, on n'aura pas seulement besoin d'intelligence. Parce que si les acteurs voulaient mobiliser les instruments qu'ils ont à leur disposition, c'est vrai que le Niger a quitté la CEDEAO, mais le Niger demeure dans l'UEMOA. Et quand vous voyez le traité de l'UEMOA de 2003 par exemple, vous voyez que il y a une démarche rationnelle qu'on pouvait emprunter, aller d'abord à la Cour de justice, faire appel à la conférence des chefs d'État pour dire voilà ce que le Niger est en train de faire. Et puis on va sommer le Niger, c'est quand le Niger va refuser maintenant qu'on peut commencer par prendre des actions de rétorsion. Mais comme je l'ai dit, rien n'est rationnel dans ce qui se passe. Et puis bon, je crois que ce qu'il faut faire maintenant, c'est de chercher la solution.
en allant un peu sur le terrain des émotions, le terrain de l'informel, parce que contrairement au Togo, par exemple, parce que le Niger n'a pas de frontière avec le Togo. Et quand vous voyez le Bénin, par exemple, le Niger a de frontière avec le Bénin, avec des peuples qui s'interpénètrent. Et je crois que quand le Bénin avait fermé la frontière, ce que le Bénin devrait faire, puisque nous sommes dans la CEDEAO et la décision est collective, il y a même des acteurs béninois qui sont un peu entre les deux peuples et qui n'étaient pas contents. Je crois que c'est l'occasion maintenant de mobiliser ceux-là pour agir un peu sur la psychologie des Nigérians pour que cette guéguerre, il y a un ami sur un forum, Tibus Adagwe, pour dire que bon, les pauvres font la guerre pour se détruire de plus en plus. Et je crois que nous sommes dans cette option-là. Le Niger et le Bénin n'ont pas à faire la guerre. Parce qu'avec ce qui se passe là, le Niger ne va pas profiter de son pétrole. Très bien. Alors, c'est même vos bonnes aventures à Bon. On se rend compte finalement que l'escalade est en train de s'installer confortablement entre les deux pays. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une gradation ascendante, comme on dit, parce que le Bénin, par notre gouvernement, a décidé de bloquer le pétrole nigérien. Et le Niger, au lieu de dire, bon, d'accord, je comprends votre position, je comprends que le maintien de la fermeture des frontières de mon côté vous fait mal, vous n'en voulez pas. Et donc voilà, allons à la table des négociations. Le Niger ne l'a pas fait. Le Niger que tiennent aujourd'hui les militaires a plutôt montré qu'il est prêt à continuer dans l'escalade, il est prêt à résister. Et dans cette escalade-là, il y a un élément important qui permet quand même au Niger de vouloir coûte que coûte continuer, c'est le Togo. Et globalement, le Sahel, les pays de l'Alliance, les États de l'Alliance, voilà, qui tiennent, le Togo constitue ici leur bouffée d'oxygène. On l'a vu par le passé pour d'abord narguer la CEDEAO, parce qu'on sait tous que tous les pays de la CEDEAO n'ont pas appliqué les sanctions décrétées suite au coup d'État de juillet au même degré. Vous voyez, on a vu notre chef d'État qui a pratiquement pris les devants. C'est lui qui disait en marge du sommet à Abuja qu'on allait passer par tous les moyens. Et c'est de ça que nous vivons aujourd'hui. C'est cette déclaration-là qui a été perçue du côté du Niger comme une déclaration de guerre. Vous voyez, lorsque la CEDEAO a dit, bon, sur l'initiative du président Talon, lorsque le chef en conférence de presse, vous vous rappelez, il a dit, c'est vrai, nous avions pris des sanctions. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan pour voir si nous avons réussi. Et le bilan, c'est que c'est un échec. Et c'est lui qui a dit, il est temps d'écouter les autorités de fait, de leur demander quels sont leurs besoins pour qu'on puisse rétablir les relations. Et c'est suite à cette conférence de presse-là que la CEDEAO a justement acté la levée des sanctions. Mais du côté du Niger, le Niger n'a pas rouvert ses frontières avec le Bénin. Parce que récemment, vous avez vu, lorsque la décision du blocus du pipeline à Semenkoji a été prise, vous avez vu le premier ministre nigérien qui a fait lui aussi une sortie médiatique et il a dit que c'est pour des raisons de sécurité. Et donc, deux peuples qui sont en réalité les mêmes, lorsqu'on voit nos autorités aujourd'hui, parce que je dis, ce n'est pas les peuples qui sont en train de se faire la guerre, c'est au niveau de nos dirigeants. Et donc, lorsqu'on en arrive à un moment où nos dirigeants des deux côtés se font la guerre, c'est regrettable parce que ce qui est en train de se passer va laisser des traces dans l'histoire, va laisser des leçons que nous devons tirer. Et donc, cette escalade-là, comme l'a relevé tout à l'heure le professeur, est préjudiciable aux deux parties. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ou bien il n'y a que des perdants, si on peut le dire. Parce que le Niger a son pétrole, dont il doit capter les mannes. Et le Bénin, qui est l'accès, qui offre le port naturel au pays du Sahel, je peux dire que le port est paralysé.
Parce que moi, j'étais, il y a quelques mois, chez les dockers pour demander comment ça se passe. Et ils m'ont dit, il y en a qui vont quitter Ouida, Alada, Abomey, un peu partout, qui viennent pour travailler, mais pendant des semaines, il n'y a pas de bateau à décharger. Et donc, ils sont là, ce sont des pères de famille, vous imaginez, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus. Parce qu'il faut quand même que les bateaux arrivent pour qu'eux puissent se mettre au travail. Donc là, il est temps d'arrêter la saignée. Il est temps d'aller à la table des négociations pour que les deux parties puissent s'écouter. Parce qu'il n'y a pas de gagnant dans cette affaire-là. Mohamed Akintola Awali, on se rend compte finalement qu'on veut se rendre coup pour coup dans cette histoire où voilà, la sortie du président Talon a provoqué la sortie du premier ministre nigérien. La décision du président Talon a provoqué en même temps le communiqué date quand même du 11 mai et curieusement le 11 mai c'était le samedi dernier, donc 3 jours après que le président Patrice Talon a fait sa déclaration. Où nous mènera l'escalade? Vous savez, dans la majorité des cas similaires à ceux-là, les États se font un peu le bras de fer, on voit qui est plus fort, et puis ensuite on se ravise lorsque on commence à faire le bilan des intérêts qui sont en jeu et des pertes. Vous voyez? Et on se dit, bon, écoute, je te cède ceci pour que tu me cèdes ceci. Est-ce que vous pensez qu'au nom de la fierté, de la souveraineté revendiquée, le Niger peut faire le dos rond dans cette affaire? Ce n'est pas impossible. Vous savez, tout a un prix, en fait. C'est ce que je pense, tout a un prix. Ça peut ne pas être immédiat, mais lorsque nous parlons de fierté d'un côté, nous devons également comprendre que c'est réciproque. Aujourd'hui, bon, j'ai vu dans l'opinion publique quand même que la posture des Béninois aussi a un peu changé. Sinon qu'au début, très vite, on a commencé à dire pourquoi le Bénin va fermer sa frontière au Niger, c'est un acte de ci et de ça. Mais lorsqu'on se retrouve face à un président de la République qui, si vous voulez, ravale entre griffes sa fierté. Vous dites, nous avons fait ceci, mais ça n'a pas marché. Ça ne vient pas tous les jours. Et qui milite ardemment pour qu'au sein de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, on lève quand même les sanctions. Il l'a dit avant d'aller à Abuja, devant vous de la presse, il est revenu, les sanctions aussi ont été levées et nous avons automatiquement réouvert nos frontières. Mais que l'argument que maintient le frère d'à côté, c'est qu'il y aurait peut-être une base militaire au nord du Bénin. Et puis, vous voyez, quand c'est comme ça, on se dit, si vous continuez à baisser le bras, c'est qu'on continuera à vous taper dessus. Donc pour moi, c'est légitime. Oui, on va y arriver parce que le Bénin a quand même fait preuve de bonne foi, puisque le président de la République n'a pas manqué de marteler, les autorités politiques et autres n'ont pas manqué de marteler qu'on est en train de rechercher, on a le bras tendu, on recherche la possibilité de s'en sortir avec le moins de casse possible. Oui, c'est bien possible, je le pense. Quand est-ce que ce sera le cas, je ne saurais le dire, mais il faut comprendre aussi derrière ce bras de fer-là qu'il n'y a pas que les intérêts du Bénin et du Niger. Il y a les intérêts des amis du Bénin d'un côté et les amis du Niger de l'autre côté. Et c'est là que je propose... Est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y ait des bras invisibles qui alimentent davantage la crise? C'est pas impossible. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas d'élément isolé, en fait, dans cet écosystème-là. Ça n'existe pas. Même si ce que vous appelez les mains invisibles ne sont pas à la base de la création du problème, d'une manière ou d'une autre, soit ça les avantage, soit ça les désavantage, et puis on a forcément un profit à tirer d'eux. Une chose quand même qui est primordiale si on veut en arriver à une sortie de crise, c'est qu'il faudrait que certains doutes soient levés. Parce qu'il n'y a pas de confiance lorsque le doute est créé et installé dans l'opinion publique et alimenté. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas non plus de confiance et de relations fraternelles et saines sans respect mutuel. Ça n'existe pas. Ce serait fragile pour le temps. Donc cette question de base militaire et autres devra être d'abord clarifiée. Nous voyons les autorités béninoises d'un côté qui sont formelles et qui font des déclarations publiques et très exposées pour dire qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Nous invitons les autorités nigériennes à venir
vérifier et tout ça. Et si mon avis personnel est que c'est quand même ridicule, le parti que je représente également a fait un communiqué déjà quelques heures après cette décision du président de la République, déjà le 9, relayé par la presse écrite pour dire nous invitons quand même les Nigériens à clarifier cette affaire-là parce que ça intoxique davantage. Le Bénin a le droit de faire ami avec qui il veut en fonction de ses intérêts. Aucun État n'interdit à un autre avec qui il doit s'allier. Le Bénin n'a pas à dire au Niger, par exemple, vous n'avez pas le droit d'être ami avec la Russie et ennemi avec la France, tel que le Niger n'a pas à dire au Bénin, vous n'avez pas le droit d'avoir une coopération militaire avec les États-Unis ou alors la France. Encore que le Bénin lui-même a des relations avec un ambassadeur plénipotentiaire en Russie. Pour dire que on doit sortir de ce champ-là. Et qui parle de terrorisme aujourd'hui, ce n'est pas du Bénin que les terroristes quittent pour aller assassiner des gens au Niger. C'est plutôt du Niger et de Burkina qu'ils viennent pour faire des dégâts au Bénin. Si on devrait tenir compte de cela, le Bénin aurait fermé ses frontières depuis longtemps, avant l'arrivée au pouvoir de la junte militaire. Si cet argument était suffisant pour dire on peut réouvrir les frontières, mais contrôler, mettre plus de sécurité pour que les menaces ne viennent pas, les dangers ne viennent pas de l'extérieur. Et comme ça, sur le plan économique, on serait plus à l'aise. Alors, pour ça, on se rend compte que dans les prochains jours, il y aura forcément des grincements de dents du côté des transporteurs qui vivent de cette activité, donc de déploiement du fret nigérien. D'abord, déjà depuis plusieurs mois, on a vu des camions qui sont bloqués à la frontière, qui malheureusement n'ont plus d'activité. Donc, ça fait plusieurs familles qui vont se retrouver totalement sinistrées, ce qui va provoquer une crise sociale. Donc, au-delà de la crise diplomatique qu'il faut gérer, il faut aussi créer une crise sociale qui est en train d'être fermentée. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça? Bon, il faut dire que le fonctionnement de nos unions, c'est ça qui pose énormément de problèmes. Il y a ce qu'on appelle les passagers clandestins. Je parlais de Lomé, par exemple, qui joue le passager clandestin. On peut dire, ah ben, nous avons pris des décisions ensemble à la CEDEAO. Bon, le Bénin, qui a de frontières avec le Niger, a fermé. Vous qui n'avez pas de frontières avec le Niger, on a négocié avec vous pour utiliser votre port. Et puis, vous n'avez pas fermé. Et puis, vous profitez de la situation. Et dans une union où on a les services qui sont libéralisés, où un transporteur togolais peut venir au Bénin, ou un transporteur béninois peut aller au Togo, le Niger, oui, peut dire, ok, je ne veux pas de véhicule béninois à Niamey, on est d'accord, mais il ne peut pas interdire sur le sol togolais au véhicule béninois de travailler. On peut transporter les marchandises jusqu'à la frontière du Niger et puis il peut dire, bon, ok, vous ne rentrez pas ici et les gens vont faire du transportement. Mais il ne peut pas interdire, le Togo ne devrait pas accepter ça. Et quand vous voyez dans leur communiqué, ils ont fait référence à un accord avec le Togo. Un accord de transport. Donc, ça veut dire que le Togo est d'accord avec tout ça. Et c'est là où l'Union vraiment a de plomb dans l'aile. Et que, bon, nous autres, peut-être nous avons cru un peu naïvement que c'est des unions qui fonctionnent bien, la CEDEAO, tout ça. Le mois. Oui, même parce la CEDEAO, il faut rappeler que même si les États sont sortis, le Togo, enfin, le Niger est sorti de la CEDEAO, les États ils demeurent dans l'UMOA. Dans l'Union. Et normalement, ne devaient pas avoir ces comportements-là. C'est pourquoi il a dit, on pouvait amener l'affaire au niveau de la Cour internationale, de la Cour de justice de l'UMOA. On pouvait amener la... Est-ce que l'UMOA peut encore quelque chose? Non, bon, maintenant on est à un autre degré. Et c'est pourquoi, je disais tout à l'heure, peut-être qu'il faut utiliser les voies informelles. Parce que le Nigeria avait fermé aussi. Mais là-bas, c'est ouvert et puis le Niger ne dit rien par rapport à ça. Sûrement à cause des deux peuples. Les Haoussa peut-être qui essaient de négocier avec le gouvernement, etc. Parce que ce qui se passe en général... ce que les gouvernants maximisent, ce n'est pas toujours le bien-être de la population. Il y a pour eux-mêmes. Donc, les décisions que les militaires sont en train de prendre au Niger, eux-mêmes, ils ne sont pas affectés directement, c'est leur peuple. Parce que, soit parce qu'ils ont les moyens, parce que les autres, ils peuvent prendre l'avion pour aller importer ce qu'ils veulent. Mais les peuples, eux autres, ils souffrent.
Et les autres, ils peuvent rehausser leur ego et dire, nous autres là, on n'autorise pas l'ouverture, tout en sachant que les peuples souffrent. Et il faut que les peuples souffrent suffisamment pour qu'à un moment donné, les peuples se révoltent contre eux. Or, on est dans un régime militaire où les gens ont peur de manifester, etc. Donc, c'est que je crois que le Bénin doit activer un peu les voies informelles. Surtout que le leadership qu'on devait avoir, le leadership du Nigeria qui devait taper du poing sur la planche pour dire ah non, vous ne devez pas faire ça. On n'a pas ce leadership-là. Justement, que faire aujourd'hui, j'ai envie de demander à Semengo Bonaventure Agbon, que faire aujourd'hui le Nigeria pour essayer de dégeler cette crise? Parce qu'on se souvient que si le Bénin a été quand même solidaire de la CEDEAO, c'est principalement parce que le Bénin essayait aussi de solidifier ses relations avec le Nigeria, notamment avec l'arrivée de Ahmed Bola Tinubu, nouveau président du Nigeria, où il y avait eu par le passé la fermeture des frontières sous le président Buhari. Les relations n'étaient pas vraiment très bonnes sur la fin de mandat du président Buhari. Et donc, avec l'arrivée du président Tinubu, le Bénin voulait normaliser ses relations avec le Nigeria. Le Nigeria, président de la CEDEAO, le Bénin voulait vraiment se positionner, donc en étant solidaire du président nigérian. Et que faire aujourd'hui Abuja pour essayer de désamorcer cette crise? Non, il faut dire que sous réserve des discussions officieuses dont nous n'avons pas forcément connaissance, il faut observer que le Bénin a été abandonné à son sort. Et c'est là où je disais que notre pays avait commis une grave erreur et il vient de commettre encore une autre. Le fait de prendre le devant des choses. Vous voyez, c'est ça. Le Niger nous a gardé dans contre nous jusqu'à ce jour-là. Et moi, j'étais heureux d'entendre le président Patrice Talon dire qu'il est temps de ramener la balle à terre, il est temps de... Il y a un temps pour prendre... Voilà, il y a un temps pour condamner. De faire le pas vers la normalisation des relations. Ça, c'était très bien. Il aurait fallu que le Bénin reste dans cette dynamique-là. Et c'est l'opinion même de part et d'autre qui va faire pression sur la jeune pour dire, mais quand même, vous aussi, vous en faites de trop. Vous voyez, le Bénin a reconnu que voilà, il est temps de ramener la balle à terre et vous avez encore quelle raison de maintenir vos frontières fermées. Mais nous avons cassé encore cette dynamique-là en bloquant le pétrole nigérien au Bénin. Alors que le pétrole, en réalité, ce qu'on ne dit pas souvent, le pétrole nigérien qui vient à ses mains n'est plus un pétrole nigérien. Ça devenait un pétrole chinois. Vous voyez un peu. Ce n'était plus un pétrole nigérien. Parce que le Niger va encaisser, le pétrole va venir à ses mains et les bateaux qui viennent embarquer, ce n'est pas des bateaux de Béninois ou de Nigérians. Ouais. Donc là maintenant, le Bénin est laissé seul au front et je sais quoi il disait, sous réserve des discussions qui sont menées que dont nous on n'a pas accès. Mais là, il faut tirer les leçons pour reconnaître que l'erreur est d'abord partie de qui? L'erreur est partie de la CEDEAO. Et dans cette crise-là, moi je suis peiné de constater que les peuples n'ont pas été pris en compte. Or, l'idéal c'était que la CEDEAO soit la CEDEAO des peuples. Or, on a constaté que les dirigeants font la guerre entre eux et c'est les peuples qui en pâtissent. Parce que, souvenez-vous, lorsque à Abuja, il a été décidé de la fermeture des frontières, on aurait pu donner un moratoire pour dire, bon, nous vous accordons 2 semaines. Si vous ne nous donnez pas satisfaction sur tel point, nous allons fermer les frontières. Cela aurait permis que les camions qui étaient déjà en déplacement, chargés d'oignons, moi j'ai vu des images qui m'ont fait de la peine. Dans nos cultures, on a fermé les frontières à des camions qui étaient chargés de vivres périssables. Vous voyez un peu. Et pendant ce temps, sur les marchés, vous voyez les produits de première nécessité, les prix qui grimpent. Vous voyez, donc nous devons comprendre aujourd'hui, surtout le Bénin doit comprendre qu'à l'avenir, lorsque des situations comme ça se présentent, nous devons être un peu plus discrets. Vous avez vu, je disais tout à l'heure que le Togo, c'est la bouffée d'oxygène. Lorsqu'ils sont bloqués du côté béninois, c'est sur le Togo. Vous voyez, c'est le Togo qui leur a permis de résister. Parce que même si on sait que la distance du côté du Togo, c'était plus longue que
celle que nous avons avec eux, ils ont préféré les risques que de, ils ont préféré que de montrer des faiblesses. D'accord, très bien. On va peut-être dépêcher Maurice Tantan comme émissaire pour aller désamorcer cette crise. Maurice, bonjour. Bonjour. C'est une mission que vous voulez bien? Je vais y réfléchir. Je ne me connais pas de talent de négociateur pour l'instant, mais peut-être bien. Bonjour à tous. Une chose est sûre, on vous connaît vos talents on va dire de summarize en termes de tout ce qu'on peut glaner sur Internet. On a posé la question à nos amis internautes quant au sujet que nous abordons ce matin. En guise de réaction à la posture du Bénin, le Niger a pris la décision d'interdire aux camions béninois de charger les marchandises nigériennes à Lomé. Que pensez-vous de cette décision? Qu'ont-ils dit, nos amis? Les amis internautes ont réagi énormément déjà à cette question du jour, évidemment parce que c'est un sujet d'actualité qui touche directement les populations béninoises et nigériennes. Et il faut dire que la plupart des internautes qui ont réagi à cette question regrettent la situation qui prévaut aujourd'hui entre le Niger et le Bénin. Donc, ils estiment que les autorités des deux côtés devraient ramener la balle à terre pour que les relations entre ces deux pays frères, c'est l'expression qui revient le plus souvent dans les commentaires, donc ces deux pays frères, les relations entre eux soient rétablies, notamment pour le bien-être des populations des deux pays qui sont aujourd'hui les principales victimes des décisions qui sont prises de part et d'autre. Voilà donc en résumé ce que les amis internautes ont dit. On va prendre leur avis rapidement. Ils ont réagi essentiellement sur notre page Facebook ce matin. Augustin Adé nous dit ça me fait beaucoup mal de voir que les choses se passent de cette manière entre deux pays frères. Ils sont en haut de la pyramide, ils prennent des décisions, mais c'est la population qui en souffre des deux côtés. Je crois que dans cette histoire, quelqu'un doit jouer le bête, sinon on va trop en souffrir, conclut Augustin à des autres commentaires qui va dans le même sens. Blaise Adoué nous écrit: c'est déplorable, cette situation n'arrange ni le Bénin ni le Niger. Il faut que les deux pays envisagent une solution diplomatique au plus vite. Les différentes postures prises de part et d'autre n'arrangeront en rien la situation. Nous sommes deux pays frères, encore une fois, et cela ne saurait changer. Jalil Touré nous dit: concernant cette situation, franchement, c'est une situation qui n'arrange personne, écrit cet internaute. Il faut que les autorités des deux pays arrivent à tenir un langage responsable, sinon la majorité de nos autorités mettent de l'huile sur le feu en voulant justifier leurs postures respectives, alors qu'aucun de ces pays n'a raison. Selon Jalil Touré, la résolution de ce problème, selon lui, sortira de la responsabilité et de l'humilité dans les propos des autorités des deux pays. Encore 3 commentaires, mon cher Eman Rodrigue Amégan. Maurice Koumassa nous dit: cette mesure du Niger prouve à suffisance que les deux pays sont en pleine crise alors que c'est deux peuples frères. Je pense qu'il urge que les deux pays se réconcilient, même s'il faut faire des concessions pour faciliter le dénouement de ce conflit qui n'honore pas les deux pays. Roméo Sossou fait une analyse un peu plus longue. Je commence à croire, écrit-il, que les autorités nigériennes n'ont aucun problème avec le Bénin ni avec les Béninois, mais plutôt avec le président Talon du fait de son implication dans l'exécution des décisions de la CEDEAO d'une part et de son leadership au sein de l'institution qui ne porte pas profit aux militaires au pouvoir de l'autre côté. C'est probablement ce qui pourrait justifier les décisions qui touchent fortement le peuple béninois qui, en retour, pourrait se révolter contre son président. Je prie donc notre président à entrer en négociation avec les autorités nigériennes pour que les relations antérieures soient rétablies, car l'intérêt du peuple doit d'abord primer, conclut Roméo Sossou. On va donc prendre un dernier avis. Tamou Tabé Amundan nous écrit: cette décision montre le grand trou qui se creuse de plus en plus entre ces deux pays frères. Le Bénin et le Niger doivent mettre fin à ce conflit pour le bien-être de leur peuple qui en souffre sans être coupables. Ces deux pays qui, dans le passé, étaient liés, devraient aller de l'avant et collaborer à nouveau
pour le bien-être de tous. Voilà donc en résumé ce que nos amis internautes ont dit. Ils ont été très très nombreux à réagir sur la question et on profite pour leur en remercier. Merci beaucoup Maurice Tantan pour ces différents avis relayés. Merci on vous souhaite une très bonne journée du mercredi et on vous demande aussi de réfléchir à ma proposition. Ce serait pas mal. Alors docteur Akintola, on va finir sur la question. On a vu le communiqué de votre parti Renaissance nationale bien sûr, qui a appelé et le Bénin et le Niger donc à une table de négociation pour pouvoir régler ce différend. Et vous avez profité pour clarifier un certain nombre de choses quant aux allégations arguées par on va dire les autorités nigériennes. Le Bénin n'a aucun intérêt à rassembler des troupes étrangères à ses frontières en vue d'une attaque contre le Niger. Et les allégations en ce sens sont sans fondement. Nos dirigeants fraternels ne devraient pas être entraînés dans cette lutte de pouvoir en puissance internationale au détriment du bien-être des peuples, a martelé votre parti. Voilà, on va boucler évidemment cette émission, mais avant on va dire un mot sur la question du soja et du cajou qui le gouvernement est ferme, intransigeant, aucune graine n'ira au dehors, ne sortira du territoire. C'est mes voix. Je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement que nos produits soient... Aujourd'hui, on a la possibilité, on a le fleuron industriel qu'il faut pour mettre en valeur nos produits. Et cela nous avait manqué depuis 60 et on l'a toujours déploré. Maintenant qu'on a la GDIZ, où il y a des unités de transformation qui sont installées pour transformer des produits locaux, il faut encourager cette politique-là. Néanmoins, là où le bas blesse, c'est quoi? Il y a ce bras de fer entre, je peux parler de bras de fer entre l'État et les producteurs autour du prix. Parce que les producteurs estiment que les prix que pratique la CIPI, ces prix ne les arrangent pas. Et de façon cyclique, on peut même dire, chaque année, il y a cette question-là qui revient au devant de l'actualité. Et donc, moi, je pense que l'État n'a pas besoin d'aller de main ferme, comme on le voit là maintenant, en allant fermer des magasins. L'État devrait inviter les producteurs autour de la table pour qu'on trouve le juste milieu. Parce que nous venons tous de parents producteurs, agriculteurs. Moi, j'ai fait le champ pendant des années avant de quitter le village pour le collège. Je sais un peu ce que signifie l'agriculture. Et moi, j'ai discuté avec des producteurs de soja et autres qui nous disent, mais si nous, on doit respecter ces prix-là, c'est que franchement, il vaut mieux se garder désormais de cultiver. Il vaut mieux passer à autre chose parce que ce n'est pas rentable. Et quand les producteurs, c'est eux qui ont consenti parfois des prêts, vous imaginez, et c'est eux qui ont déployé des énergies pendant des mois et qui ne sont pas bêtes, qui sont aussi capables de faire des opérations mathématiques, de faire des calculs pour voir si, est-ce que cette année-là, sur tel rendement, quel est mon profit, quelle est la rentabilité que j'ai obtenue. Et c'est par rapport à ça qu'ils se projettent pour la prochaine campagne. Très bien. Vous voyez, donc, si il faut régler cette question-là avec la force, moi je pense qu'on obtiendra une solution précaire, fragile. D'accord. La radicalisation n'amènera nulle part, c'est déjà ce qu'on disait. Il faut encore, pour ce sujet, de la négociation. Vous savez, je vais là parler en toute objectivité, je crois que c'est le cas, pour dire que oui, le gouvernement béninois a le droit de foncer sur le protectionnisme économique. On ne peut pas avoir investi autant de milliards pour mettre des unités de production sur pied, les intrants, engrais, et autoriser que la production qui en sorte des territoires nationaux, alors que nous avons une unité de transformation qui est là. Donc, on peut bien comprendre cela. Mais de l'autre côté, vous savez, l'argument que met en avant les cultivateurs, les agriculteurs, ne peut pas être balayé du revers de la main. Mais je pense qu'ils ont suffisamment dit. Je crois personnellement que leur réticence vient du fait que le soja, l'acajou, avait connu beaucoup de spéculations par le passé à l'exportation.
Et donc aujourd'hui, on se dit, pourquoi est-ce que ça va tomber aussi drastiquement? Le gouvernement estime que le prix auquel il rachète cela est quand même suffisant pour couvrir les charges de production. Moi, je dis simplement, comme l'a dit tout à l'heure le journaliste, oui, une autre manière de montrer, peut-être que le gouvernement ne voit pas, une autre manière de montrer, c'est de ne pas produire ce produit-là. Si tel est que chaque fois que nous produisons, nous tombons dans une certaine perte économique, il y a beaucoup d'autres produits qui peuvent être faits. Faites-le, et là, vous montrerez peut-être à votre vis-à-vis qu'en réalité, vous préférez ne pas chaque fois investir pour gagner moins que le coût de production. Et ça va s'autoréguler naturellement, comme le disent les économistes. Le marché, il y a la main invisible qui va intervenir et ça va s'autoréguler. Merci. Professeur Onyoko, comment on sort de cette situation? Oui, bon, on a fini la discussion du bien en queue de poisson, mais je tenais à dire par rapport à cette discussion que nous ne connaissons pas très bien nos accords, parce que même moi-même, bon, moi je suis universitaire, mais il a fallu de cette occasion pour que j'aille télécharger ces accords-là et les lire. Et on a l'impression que nos chefs d'État ne les connaissent même pas. Parce que quand vous voyez l'article 45 du protocole additionnel, par exemple, de la CEDEAO, il a dit qu'on doit faire des sanctions par gradation. Et quand, après, on a dit on va faire la guerre, les Nigériens, la junte, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, ils ont récupéré ça en disant on veut s'attaquer au Niger, alors que personne ne voulait s'attaquer au Niger. Et le langage a changé. Et tout le monde a sauté dedans. Et quand vous lisez ce protocole-là, on ne parle pas seulement de la bonne gouvernance, de la démocratie. On parle de la lutte contre la pauvreté. On parle de la culture et de l'éducation. Donc ce sont des accords qui ne sont pas connus. Et je pense que nous devons faire suite à tout ça là dans nos systèmes éducatifs. Oui, pour que ça soit popularisé. De telle sorte que quand quelqu'un fait un coup d'État comme ça, c'est le peuple même qui sait qu'ils ont mal fait et puis on va lutter contre eux. Maintenant, quant à cet accord-là, effectivement, là aussi, je suis biaisé, je suis comme l'autre, je suis enfant de deux paysans. et puis moi-même, j'ai fait beaucoup le champ, donc, et je suis agronome encore, donc, quand je prends tout ça, je n'ai pas très bien étudié la problématique. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement veut mettre en place des agrégateurs. J'étais même intervenu sur ce plateau, sur cette question, où on va financer les producteurs et en retour, c'est-à-dire, ce serait comme un marché à terme où on leur achète déjà le produit et quand ça va sortir, ils vont... C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, tant qu'on n'a pas fait ça, tant que la personne a financé son produit avec des prêts bancaires, et il a tout fait, l'État se trouve en mauvaise position de les bloquer pour dire non, vous devez nécessairement vendre à nous. Et c'est pourquoi j'adhère à ce que mes collègues ont dit tout à l'heure. Il faut négocier avec les producteurs et leur dire vous allez vendre à ça, mais la prochaine fois, on va vous aider à avoir le crédit, on va vous aider à avoir telle chose. Et ça va permettre de dégeler ça. Sinon, comme il a dit, ils ont aussi une stratégie, c'est de ne pas faire la production. Et si on ne fait pas la production, les sociétés industrielles vont trouver ça où? Absolument. Donc c'est ça. Oui. Merci beaucoup à vous, professeur Albert Onyoko, vous êtes directeur de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. Merci, Semevo Bonaventure Agon, vous êtes directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent. Merci, Dr Mohamed Akintola, docteur en sciences politiques, porte-parole du parti Renaissance nationale. Merci, messieurs, pour vos avis assez éclairés. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous, les sports de Hugues Dissoussounon, qu'on va d'ailleurs retrouver sans transition juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.